occultés par les noms de grandes batailles de 14-18, telles que Verdun, la Champagne ou encore l'Artois, le col du Linge, le Vieil Armand, ou le Hartmann-Wielerkopf, comme on l'appelle, demeurent largement méconnus, bien que l'intensité des combats qui s'y déroulèrent en font les deux des champs de bataille les plus meurtriers de la guerre, compte tenu de la petitesse des terrains. L'aspirant Martin, soldat ayant servi au Hartmann-Wielerkopf, écrivit notamment dans un témoignage « Je n'ai jamais vu pareil charnier, et durant les années suivantes, je ne verrai pas, même à Verdun, pareil entassement de cadavres en un terrain aussi chaotique, sur un si petit espace. » Le col du Linge, dénommé le tombeau des chasseurs, ce champ de bataille surnommé ainsi par les Allemands eux-mêmes, restera 48 ans dans l'oubli. 2 sommets de montagne comme les autres, jusqu'en 1914. Là, tout allait changer. Les Vosges, avec ses cols et ses montagnes, avant c'était une forêt, pas forcément exceptionnelle, couverte de sapins. Aujourd'hui, elle est devenue exceptionnelle, mais pas pour des raisons très naturelles. Des montagnes comme les autres jusqu'en 1914. Là, tout allait changer. Un déluge de fer, de sang, de cris allait s'abattre sur les Vosges, oubliant ainsi le principe de Napoléon, éviter les champs de bataille que l'ennemi a reconnus et fortifiés. Le Linge, le champ de bataille mérite le titre de champ de bataille de l'absurde. Aucun rôle stratégique ne peut être reconnu à cet éperon rocheux qui se dresse à presque 1000 mètres d'altitude, entre les vallées de Münster et d'Orbay. La crête du Linge est éloignée des cols et des routes importantes qui permettaient la traversée des Vosges. Elle n'offre aucune vue plongeante sur les vallées, ni aucune vue étendue, comme le Hartmann-Wielerkopf. Pourtant, ce champ de bataille doit tout à l'obstination des états-majors français et allemands, et surtout à celle du chef de l'état-major français, Joffre. Les violents combats qui ont eu lieu sur cette portion du front, d'à peine 2 km, totalisent 17 000 pertes, tuées, blessées ou disparues, françaises et allemandes, âgées souvent de 20 ans en moyenne. Une partie seulement de ces soldats morts au Linge sont inhumés dans le cimetière allemand et le cimetière français. On estime que seulement 20% des soldats qui étaient ici sont revenus du front. Il reste encore 3 à 4 000 soldats qui reposent encore, dispersés, éparpillés, disparus, perdus dans cette terre qui les a vus mourir. L'affrontement majeur de la bataille du Linge s'est déroulé de juillet à octobre 1915. Les troupes françaises et allemandes ont combattu avec férocité sur les hauteurs escarpées de la région. Après avoir été reportée à plusieurs reprises, l'offensive française est déclenchée le 20 juillet 1915. Le bombardement de l'artillerie française fut d'une efficacité très limitée, les défenses allemandes cachées par la forêt restant quasiment intactes. L'attaque lancée à 14 h fut un échec. Pris sous un déluge de feu, les chasseurs alpins se heurtèrent à un mur d'acier. Malgré leur détermination et leur immense courage, ils n'eurent d'autres ressources que de se protéger, au mieux jusqu'à la nuit tombée. Le soir venu, de retour sur leur ligne de départ, ils avaient perdu en quelques heures de combat plus d'un tiers de leur effectif. Le 22 juillet, les chasseurs sont relancés dans la fournaise. Elles en reviennent totalement décimées. Les attaques se poursuivent obstinément tout le long des jours suivants pour un gain de terrain très faible, ayant des pertes toujours plus importantes. Les chasseurs vont quand même atteindre au final la première ligne de tranchées allemande. Elles n'iront pas plus loin.
Les attaques et contre-attaques vont se succéder férocement. Les soldats des deux camps sont à quelques mètres les uns des autres. Tu peux t'apercevoir, là, la tranchée allemande. Là, la tranchée française. Il y a quoi? Il y a 1,50 m entre les deux tranchées. Moi, je suis sur le No Man's Land, là. Les combats à la grenade, à la baïonnette font couler des flots de sang. Les pertes en hommes sont considérables. La situation des survivants est misérable, l'horreur absolue. Le champ de bataille se transforme en un chaos d'arbres, de pierres et de rochers fracassés par l'artillerie. Une terre bouleversée par les trous d'obus et empoisonnée à tout jamais. Un méli-mélo de tranchées détruites, d'abris effondrés, de ferrailles explosées et détruites. Un champ d'horreur parsemé d'innombrables cadavres en décomposition et des blessés français ou allemands attendant en vain d'improbables secours. Les 3 et 4 août, les Allemands déclenchent un intense bombardement d'artillerie. On estime que plus de 40 000 obus se seraient abattus sur les lignes françaises. En septembre, l'armée allemande fait usage pour la première fois de gaz et des lance-flammes. Le 16 octobre a lieu le dernier assaut allemand d'envergure, difficilement repoussé. J'ai l'impression d'être un peu plus en sécurité dans les tranchées allemandes, qui sont bétonnées, que dans les tranchées françaises. Les lignes se figeront alors définitivement. C'est dans ce calme trompeur que les unités épuisées vont retrouver leur position initiale. La bataille du Linge, d'un intérêt stratégique nul, fut une véritable tragédie humaine, marquée par le courage, l'acharnement, l'abnégation et le sacrifice des soldats français et allemands. Le sol témoigne de la brutalité et de la difficulté des combats, où des milliers de vies ont été gaspillées pour des avancées territoriales souvent minimes. Le Linge fut effectivement le tombeau des chasseurs, comme l'avaient surnommé les soldats allemands, mais il fut aussi celui de leurs ennemis d'alors. En 1918, les agriculteurs des environs venaient ici, au Linge, récupérer ce qu'il y avait à récupérer, et déposer ce qu'ils n'avaient plus besoin. Au fil des ans, le lieu est devenu un dépotoir. En 1968, un ancien poilu qui avait combattu est revenu ici, sur les tranchées. Il s'assit et pleura. Un passant lui demanda ce qu'il se passait. Il lui répondit que ses copains sont encore enterrés ici. Et c'est devenu un dépôt d'ordures. Ce passant, c'était Armand d'Hurlevanger. Il prit l'initiative de sortir ce site, classé en 1921, mais en friche, de son état d'abandon, de dépotoir, à celui que nous connaissons aujourd'hui. Et il créa l'association du Mémorial du Linge. On est sur le Hartmann-Wielerkopf, ou le Vieil Armand en français. Cette montagne a été surnommée la montagne mangeuse d'hommes, ou la montagne qui saigne, tellement les victimes ont été énormes, et les combats sanglants. Une autre partie des Vosges a revêti un paysage lunaire. Une autre partie des Vosges a été transformée par la folie des hommes, a transformé le paysage en cratères et débris. On pourrait dire en paysage lunaire, mais avec cette impression que le vieil Armand, le Hartmann-Wielerkopf, avait besoin de se nourrir de sang et de chair pour nourrir sa terre. Ce sommet que les soldats ont appelé la mangeuse d'hommes
la montagne qui saigne. Et le Hartmann-Wielerkopf, ce champ de bataille, appelé aussi HVK, est l'un des champs de bataille le plus meurtrier de la Première Guerre mondiale. La mangeuse d'hommes, un sacré nom. Un nom associé aux cris, aux douleurs, à la peur et surtout à la mort. Un nom oublié des livres d'histoire et de la mémoire des hommes. Les Français ont privilégié Verdun, les Anglais la Somme. Ainsi, le souvenir du Hartmann-Wielerkopf s'estompe, alors que son sol a vu tomber des dizaines de milliers de soldats. Et pourtant, c'est ici que l'on trouve un des 4 mémorials de cette foutue guerre, érigé à la mémoire des combattants, avec une crypte décorée par l'architecte Bourdelle, où reposent près de 12 000 soldats inconnus, français ou allemands. Personne ne le sait. Ils reposent en face du champ de bataille, là où ils sont tombés, unis dans la mort, à côté du cimetière où leurs frères d'armes ont été enterrés, ceux qui ont été identifiés. Loin de ces reliques de pierre, de béton et d'acier, entremêlées à la végétation qui a repris ses droits. On dit que tout débute en décembre 1914. Les Français occupent le sommet et une patrouille rencontre des soldats allemands. Ce sera les premiers morts allemands sur la montagne. Mais ce lieu est stratégique. Il se détache du massif vosgien avec une vue sur la plaine. Et il surplombe la plaine d'Alsace allemande depuis 1871. Et l'état-major a décidé d'occuper la montagne, le vieil Armand, pour avoir cette vue sur la plaine et les mouvements des troupes allemandes. Les Allemands ne peuvent pas laisser ce bout de caillou stratégique aux Français. Il faut absolument le prendre. En janvier 1915, les Allemands vont déclencher une offensive. Ils vont perdre 800 hommes dans la journée. À partir de ce moment-là, la machine s'emballe. Les états-majors vont envoyer de plus en plus d'hommes sur ce morceau de caillou, de plus en plus de matériel aussi. En 1915, le sommet a changé 8 fois de main. Le combat devient une frénésie. On raconte qu'en une seule journée, 700 000 cartouches ont été tirées. En janvier 1916, on va bombarder un carré de 300 mètres de côté. 27 000 obus tirés. Soit, pour chaque trou d'obus, 5 obus qui tombent au même endroit. Un seul mot vient en mémoire. Carnage. Carnage. Le HWK, c'est une bataille d'orgueil. Les états-majors se sont acharnés sur ce sommet. C'était devenu un drapeau, une fierté qu'il fallait absolument reconquérir. Et comme le linge, pour rien. Du 8 janvier 1916 au 11 novembre 1918, la ligne de front n'a pas bougé. Il n'y avait plus d'offensive, de grosses offensives, mais il y avait des coups de main. Ce qu'on appelle des coups de main, c'est des attaques commando, avec des nettoyeurs de tranchées, comme le capitaine Conan, le film. Le Hartmann-Wielerkopf, c'est l'emblème des Diables Bleus, le 15-2, comme on l'appelle. En décembre 1915, c'est une division complète qui est décimée. Seulement une dizaine d'hommes vont revenir. La mangeuse d'hommes, un champ de bataille qui est en fait qu'une crête. 400 mètres de long, sur 200 mètres de large, 8 hectares de terrain. Et sur ces 8 hectares, 30 000 hommes en permanence. 30 000 hommes prêts à combattre, avec la peur au ventre, dans la rudesse de l'hiver ou la chaleur de l'été, avec des tranchées distants de 20 mètres. La nuit, dans les tranchées de première ligne, on laisse des sentinelles, des observateurs. Mais la nuit, les peurs s'amplifient et on peut voir n'importe quoi. Alors on les autorise à tirer. 3 cartouches dans la nuit, au moins une pour se rassurer. Dans la vallée, on vit normalement. Sur les sommets, c'est l'enfer. On s'imagine les enfants jouer à la guerre, alors que sur le sommet, on sacrifiait une génération. Mais au fond de la vallée, a-t-on conscience de l'enfer que vivaient les soldats sur le front? Ils avaient 20 ans, cueillis à la fleur de l'âge, par la mangeuse d'hommes
avalant 30 000 soldats. Il avait 20 ans. Il a été enterré très jeune. Et à côté un autre, puis encore un autre, et encore un autre. À l'époque, les bruits des canons auraient rendu fou. Aujourd'hui, les oiseaux chantent. Chaque croix est une vie. Chaque croix est un drame. Il faut se souvenir et ne pas oublier, car la vraie mort, c'est l'oubli. Ils étaient 30 000, sacrifiés par la folie des hommes. J'espère que ça t'a donné envie de voir ces lieux de mémoire. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!